Bonjour à tous. Donc, bien évidemment que mes constats de médecin du travail rentrent tout à fait dans tout ce qu'on a entendu ce matin, avec pour le médecin du travail vraiment des plaintes de deux ordres. Des plaintes de l'ordre de la souffrance psychique, hein, comme ça a été bien détaillé, avec évidemment des plaintes sur l'intensification du travail, des problèmes de non-reconnaissance, des pertes de sens, des souffrances éthiques. Alors là, vraiment, ça résonnait en moi, là, la dernière intervention, parce que j'ai là en ce moment beaucoup de soignants qui se plaignent finalement de vendre des prestations, et notamment là dans une de mes cliniques développe beaucoup les soins ambulatoires, et du coup, on vend des prestations hôtelières, ce qui n'a évidemment rien à voir avec le soin. Et ça, c'est vraiment très destructeur en termes de santé psychologique pour ces soignants. Avec aussi beaucoup, et là, c'est peut-être un aspect qui n'a pas été tant développé, mais moi que j'entends beaucoup dans mes consultations de médecins du travail, alors pas tant à l'hôpital, mais surtout dans les consultations de médecine du travail, c'est la violence. La violence, notamment au bloc opératoire, c'est vraiment un endroit où il se passe beaucoup de violence. Et comme moi, je travaille essentiellement, enfin, que dans le secteur privé, avec des médecins qui se comportent extrêmement mal avec les infirmières. Ils payent des prestations, c'est-à-dire des heures d'utilisation de bloc, et du coup, ils considèrent avoir tous les droits pendant le temps où ils sont là. Du coup, c'est vraiment une maltraitance par rapport au personnel infirmier, soignant et aux brancardiers. Et là, vraiment, nous, en tant que médecins du travail, on est très démunis. Même les directions des instances sont très démunies parce qu'ils n'ont pas de prise justement sur ces médecins. Et on voit bien là aussi que probablement qu'il manque à l'ensemble des confrères là, des formations en management, parce que là, c'est vraiment très compliqué. Donc, ces histoires de souffrance au travail, bien, je les perçois d'une façon aussi beaucoup plus aiguë, bien évidemment, dans ma consultation hospitalière, où là, malheureusement, je vois beaucoup de jeunes médecins qui quittent le métier parce qu'ils ne s'y retrouvent pas plus, parce qu'ils sont vraiment en perte de sens, avec des atteintes à leur santé telles qu'ils ne voient pas d'autre solution que de quitter le métier. Alors, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que moi, j'ai vraiment beaucoup dans mes consultations de médecins du travail sont toutes les pathologies ostéo-articulaires, avec des tendinopathies du membre sup, ça a été évoqué, et des dorsolombalgies. Alors, le problématique, à un moment donné, pour le médecin du travail que je suis, ça va être de poser l'aptitude. Et on arrive souvent à devoir mettre des aptitudes avec réserve, voire à mettre des gens en inaptitude. Et alors là, je dois dire que c'est vraiment devenu extrêmement compliqué, voire impossible, d'obtenir des reclassements. Il n'y a plus de reclassements possibles. Quand on fait des études de poste, on en arrive toujours à des espèces de constats avec un matériel qui est pas utilisé, ou alors qui est inexistant, ou alors qui est très vétuste. Moi, je suis complètement effarée par le nombre de réunions de CSSCT maintenant, autrefois de CHSCT, qui sont envahies par des problèmes de roues dans les hôpitaux. Les roues des chariots qui ne fonctionnent pas, les roues des brancards qui sont cassées, les roues des lits qui n'ont plus de frein, enfin, des tas de problèmes de roues, voilà, comme ça envahit complètement nos discussions. Aussi un problème avec les lèvres malades qui ne sont jamais utilisées. Il y a un élève malade qui rentre pas dans les chambres parce que il est beaucoup trop grand. Enfin voilà, des tas de choses comme ça de l'ordre de l'organisation du travail qui pourrait vraiment, de l'ordre du matériel du travail qui pourrait vraiment bien être repensé, qui devrait l'être. Et puis après, on voit bien aussi que quand on discute avec les directeurs, les responsables RH, il y a une méconnaissance totale du travail réel. Pour eux, un malade égale un malade. Eh bien, quand on est soignant, on sait très bien toutes les différences qu'il y a entre les différents patients. Et ça, eux, ils ne veulent pas du tout l'entendre. Alors, évidemment, ça fait référence à toutes ces histoires de tarification. Mais du coup, nous, médecins du travail, on est complètement démunis pour proposer des reclassements. On est devant des espèces de murs là,
des organisateurs qui nous disent de toute façon, elle est aide-soignante, elle est infirmière, elle doit pouvoir tout faire parce qu'elle doit pouvoir aller d'un service main à un service orthopédique. Ben oui, mais à part que c'est pas du tout les mêmes contraintes physiques, on pourrait peut-être réfléchir. Ils ne veulent rien entendre. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser maintenant à les hôpitaux, à ce que j'ai vécu il y a 20 ans dans la grande distribution, quand on ne peut pas reclasser les gens parce qu'ils doivent être polyvalents. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de vous raconter une histoire qui à mon avis, résume un petit peu tout ce qu'on se dit depuis ce matin. C'est l'histoire d'un service de dialyse qui est vraiment très, très vétuste, avec un matériel obsolète. Les pieds de perfusion, ils tiennent avec du sparadrap. Les infirmières elles doivent se partager l'appareil à tension et elles courent d'un lit à l'autre pour l'avoir. Les patients qui viennent ont leur télévision là au pied de leur lit qui ne fonctionne pas, donc du coup, ils sont constamment mécontents, constamment de la violence. Voilà. Depuis des années, moi, je dis qu'il faut refaire des choses, repenser au matériel. Enfin bon, et la parole n'aboutit pas. Il y a une espèce de déni complet de la direction. Et puis un jour, il y a deux infirmiers qui se tapent dessus pour des histoires d'appareil à tension. Enfin, voilà, il y avait plus de collaboration possible, avec aussi beaucoup de vacataires qui étaient dans ces services-là. Et ça aussi, on n'a pas trop évoqué ça. Le nombre de vacataires qui envahissent les services et qui, alors déjà, connaissent pas bien le métier, pas parfois bien les services, et qui obligent les soignants qui sont là à les former constamment. Et ça, c'est vraiment très compliqué. En tout cas, c'était ça qui avait généré cette dispute entre deux soignants qui a abouti à une bagarre. Donc, du coup, déclaration d'accident de travail, l'inspecteur du travail demande à ce qu'il y ait une enquête. Donc, une enquête se fait dans le service, bon, qui pointe tous les dysfonctionnements, notamment de matériel. Et alors, quand on fait la restitution de l'enquête en CHSCT, le directeur, lui, simplement dit, bah, écoutez, j'entends tout ça, simplement, je ne mettrai pas un centime dans le service. Alors là, tout le monde se dit, mais quand même, enfin, voilà, on essaie d'argumenter chacun avec nos métiers différents. Et il dit, mais non, non, là, les patients sont captifs. De toute façon, quels que soient les dysfonctionnements du service, ils sont obligés de revenir. Moi, je préfère vraiment mettre l'argent dans la cafétéria, dans la peinture du hall d'accueil, parce que là, c'est la vitrine de l'hôpital. Voilà, on en est arrivé là. Et quoi faire? Ben, je ne sais pas. Moi, je fais des inaptitudes, je sais pas quoi répondre à tous ces soignants qui partent. Voilà. Bien, merci Marielle. J'ai une petite question qui va aller, en fait, tu précédais un petit peu mes interrogations sur la problématique effectivement de la polyvalence. Hein, on demande en fait à des personnels de pallier le déficit en personnel de service qui sont toujours, j'allais dire, sur la corde raide. Et puis la problématique aussi du recours, tu as commencé à en toucher un mot, à l'intérim et aux vacataires, et l'impact que ça peut avoir sur le collectif de travail, parce que effectivement ça impacte, j'allais dire à titre individuel, cette personne intérimaire qui va arriver dans un service qui ne connaît absolument pas le mode de fonctionnement, et les personnes qui sont permanentes dans le service vont devoir sans cesse former des personnes qui vont repartir et parfois qui vont faire que quelques jours. Et donc, je voudrais avoir un petit peu ton sentiment sur cette question en fait des ressources humaines qui est complexe, hein, que ce soit dans le public et le privé. Ah oui, mais moi, je connais des services qui ne tiennent qu'avec des vacataires. Il n'y a plus que des vacataires. Donc, du coup, évidemment, il y a une perte de l'histoire du service, hein, une perte il y a une perte de collectif. Il n'y a pas de collectif en réalité. Alors, ce sont des gens qui tous les jours redécouvrent d'autres collègues. Et les transmissions, elles se font pas. Enfin, voilà, chacun fait un peu comme il peut dans tout ça. Moi, je suis très, très inquiète pour l'avenir des cliniques en tout cas que je suis. Hein. D'accord. Et donc, effectivement, il y a un problème dans la transmission du savoir-faire. Absolument. Voilà, on gère le quotidien et on n'est plus du tout dans une médecine, une prise en charge qui s'améliore. Parce qu'en fait, on est le nez dans le quotidien
On est constamment dans le guidon, on a tout le temps l'impression qu'on court après, on colmate les brèches, quoi. Et l'autre question, c'est sur la disparition de ce temps qu'on appelle du temps non productif, d'échange, de transmission. Oui. Là aussi a été mise à mal, moi je parle dans les services qu'on peut côtoyer. Oui. Et donc ces espaces de discussion qui ont été réduits à peau de chagrin, voire à plus rien, et qui font que, on l'a bien vu dans les interventions cet après-midi, permettent de retrouver du sens quand elles sont réinstaurées. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que ces espaces de convivialité, c'est très important. Dans ces espaces-là, d'ailleurs, on ne parle que du travail, bien sûr. C'est là qu'on construit des échanges, des solidarités. Enfin, voilà, c'est extrêmement important, bien sûr. Mais là, c'est pareil. Comment peut-on construire ça avec des vacataires, par exemple, ou avec des intérimaires? Elles n'ont pas du tout le sens du collectif. Elles viennent faire leurs prestations et elles s'en vont, point. Elles n'ont pas très souvent envie de s'investir beaucoup plus. Alors, on avait une petite question sur, effectivement, alors je ne sais pas si tu es forcément, j'allais dire, la meilleure personne pour y répondre, mais on voit un petit peu la mise en concurrence, en fait, globale, si on prend un petit peu de recul, entre le service public, qui on voit qui est en mode de privatisation, si j'ose employer le mot, ou du moins d'adopter des modes de fonctionnement et de valeurs en fait du privé. Et on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de l'économiste, de Monsieur Jean-Paul Demain, au contraire des hôpitaux publics qui vont essayer de gratter des parts de marché aussi du privé. Donc, il y a une mise en concurrence publique-privée qui n'existait pas tant que ça il y a quelques années, puisqu'il y avait une répartition, on va dire, naturelle. Et on voit très bien les hôpitaux publics qui commencent à orienter leur stratégie de soins vers des pathologies ou des patients, on va dire, plus simples et moins lourds. Et il a très bien dit tout à l'heure, c'est une réalité en soi. Et ça, du côté du privé, est-ce qu'il y a aussi ce sentiment en fait de mise en concurrence sur des champs qu'ils avaient avant sans trop de concurrence vis-à-vis du public? Ça, si tu veux, en tant que médecin du travail, je ne me rends pas bien compte de ces aspects-là parce que c'est pas les infirmiers, enfin les soignants que je vois ne me parlent pas de ces choses-là. Ils me parlent de leurs difficultés dans leur réalité du travail, mais pas du tout de ces aspects-là. Même si parfois, enfin, ils ont conscience d'avoir des malades beaucoup plus lourds, notamment dans le Covid, la crise là qu'on vient de passer, avec des services qui sont mis entre guillemets en urgence à faire que du Covid parce que c'était rentable quoi, pour eux. Donc voilà, avec évidemment pas de moyens, pas de formation, avec des infirmiers qui connaissaient pas. Enfin voilà, donc on a eu des choses comme ça. Mais maintenant, le reste, j'entends pas ça moi dans mes consultes. D'accord. Et puis après, il y a aussi la problématique qui est soulevée, et ça, je pense qu'elle est probablement observée, que ce soit dans le public et le privé, c'est le turnover aussi des directions dans les structures qui font que on n'est pas forcément sur une politique du moyen et long terme, et plus sur une politique du court terme et moyen terme et encore, avec des changements assez récurrents. Ah oui, mais moi je vois bien, il y a la base des RH et des directeurs. Ceci, comme dans toutes les entreprises, ceci dit, eux-mêmes gèrent leur établissement comme une entreprise. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas considérés eux-mêmes comme des gestionnaires, si tu veux. Mais ils sont aussi à la fois victimes, hein, parfois. Parce que bon, moi, je parle évidemment beaucoup au RH, c'est très souvent ma porte d'entrée pour les restrictions d'aptitude, voire les inaptitudes. Mais
Mais eux, très souvent, ils sont parfois complètement désemparés aussi par rapport au peu de moyens qu'ils ont pour faire des aménagements de poste. Hein. Ouais, Là, je pense vraiment, c'est. de plus ces deux aspects, parce qu'en fait, il y a un turnover qui est important, hein, et quelques années pour manager une structure et pas forcément avec une inscription sur la durée, et ce qui pose aussi, je pense, des problèmes pour la vie globale d'une structure, qu'elle soit privée ou publique. Alors, il y a effectivement besoin de temps en temps de changement, mais je pense que c'est effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Alors, Jean-Claude? Oui, effectivement, je vois que dans le chat, cet aspect de turnover des directions hospitalières est évoqué, disant qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont fait des constats, qui ont fait des interprétations des constats faits par rapport à ces aspects d'absentéisme, de turnover, de départ, etc. Et qui ont pointé du doigt les aspects d'organisation du travail et de l'évolution de cette organisation du travail. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui ont pu le constater. On a eu des illustrations au cours de cette journée avec des présentations des conditions qui devraient permettre de remédier à ça. L'approche ergonomique, mais qu'on a eu en fin de matinée extrêmement intéressante, mais dont on a vu le temps que ça consommait. Alors, Marielle, j'avais vu que tu étais déjà connecté. Est-ce que parmi les établissements que tu surveilles, tu en as, donc a priori, j'ai cru comprendre qu'ils étaient plutôt du secteur privé, Oui. Et tu en as qui se sont engagés dans des démarches un peu analogues, donc de réflexion sur le plus long terme, puisqu'il y a peut-être moins de turnover dans ces établissements privés parmi les dirigeants, mais ça, après tout, tu sais ça mieux que moi. Peut-être qu'ils changent également eux aussi tous les 3-4 ans, avec quelque part des obligations de résultats sur le très court terme. Ils doivent rendre des comptes sur du court terme pour équilibrer les budgets, etc. Ouais. Par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que tu as vu des expériences de ce type-là? Non, pas du tout. Moi, il ne me parle que de rentabilité, que ça coûte cher, tout ce que je propose, ça coûte toujours trop cher. Enfin, voilà. Donc, et à la fois, ça me refait penser au discours, c'est quand même très pernicieux parce qu'ils me disent, mais c'est vous qui faites l'absentéisme, parce que vous voulez nous vous mettez des restrictions, vous mettez des inaptitudes. Ah, ok, d'accord, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi? Moi, j'aimerais bien faire de la prévention primaire avec vous, monsieur le directeur, mais voilà, vous voulez pas. Donc, je suis vraiment toujours dans le tertiaire, dans la prévention tertiaire. Et là, franchement, on éteint les incendies comme on peut, quoi. Nous, on n'a pas beaucoup de moyens, nous autres médecins du travail, si ce n'est que, bah oui, de mettre des restrictions d'aptitude, mais qui sont… Et on en connaît bien les conséquences aussi sur l'équipe, hein, parce que c'est sûr que si je dis qu'une aide-soignante ne peut pas porter, ben c'est sa collègue qui va le faire. Hein. Ça, j'en ai tout à fait bien conscience. Mais voilà. J'ai pas d'autres moyens. Merci beaucoup, Marielle, pour ton témoignage vraiment enrichissant sur ta vie de médecin du travail. On va passer à notre deuxième intervenant pour la table ronde, qui est Jean-François Jeannot, hein, qui est intervenu tout à l'heure. Et Jean-François, j'aimerais en fait que tu nous parles un petit peu de ce qui peut être mis en place au niveau de la médecine du travail des personnels des hôpitaux pour déjà essayer d'harmoniser ou d'échanger avec des médecins du travail, et puis en second lieu pour mieux caractériser, avoir un meilleur panorama des pathologies qui sont repérées chez les personnels de soins sur le plan national. Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger? Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Pascal. Peut-être, je reviens sur ce que disait ma collègue, parce que c'est aussi quelque chose que j'observe. Elle évoquait un cas, je vais juste vous en évoquer un autre assez illustratif.
sur les intérimaires, j'avais eu à gérer là il y a quelques temps, enfin quand j'étais président du CLIN, alors on s'occupait des bactéries hautement résistantes émergentes, voilà, et on avait trouvé chez un patient tuberculeux, en plus qui était porteur d'une BHRE, il était passé aux urgences, donc j'essaie de récupérer les contacts, et l'infirmier qui l'avait pris en charge, bah, c'était un intérimaire. Donc il était parti, il n'était plus au CHU, je le contacte. Ce brave infirmier, il était greffé sous immunosuppresseur. Personne ne s'était jamais posé la question de ce qu'il allait faire en intérim à l'hôpital et que le mettre avec un tuberculeux et des BHRE, ça posait de problème à personne. Donc, juste pour témoigner qu'on a aussi des soucis. Et puis, c'est vrai que sur la mutualisation, moi, j'observe ça au quotidien, c'est une vraie perte de sens. Quand j'entends une directrice des soins qui dit à une auxiliaire puéricultrice, bah, vous êtes auxiliaire puéricultrice, mais votre fonction, c'est aide-soignante, donc je vous envoie en gériatrie. Bon, bah, après, on comprend qu'il y a des soucis. Alors, sur les deux questions que tu posais, bah, on voit bien, et puis c'est l'objet des réunions comme celle que vous avez organisée, que c'est vraiment très important de confronter nos pratiques et d'échanger. Et il y a plusieurs réseaux, enfin, je pense qu'il y a deux réseaux qui permettent ça. Il y a l'Association nationale des médecins du travail et des ergonomes du personnel hospitalier, la NMTEPH. Et puis, moi, je m'occupe d'une liste de diffusion. Il y a peut-être quelques collègues qui sont inscrits, enfin, j'en avais vu 2-3, où finalement, on peut échanger sur les pratiques. Et ça a été vraiment très intéressant avec la période Covid. Alors qu'avant, il y avait à peu près 150-200 personnes inscrites et il y avait une centaine de messages par mois. En 2020, fin 2020, on était à 580 inscrits et 700 messages par mois sur la liste de diffusion. Et donc, les gens posent des questions. Voilà, je ne sais pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous pensez d'eux? Bon. Et c'est un bon moyen, je trouve, de briser un peu la solitude qu'on peut avoir chacun de son côté, en particulier pour les collègues qui sont tout seuls dans leur établissement. Voilà, donc moi, j'invite, c'est complètement gratuit, j'invite ceux qui sont intéressés à s'inscrire sur la liste. Et sur le fait que qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national, puis régional, puis local d'ailleurs, pour essayer de témoigner, parce que les dirigeants, c'est vrai qu'ils sont, les RH, ils sont assez peu sensibles à nos alertes individuelles. Parfois, ils sont un peu plus accessibles avec des graphiques, des courbes, des chiffres, parce que c'est leur culture. Et l'enquête qui nous a été présentée tout à l'heure, elle était très intéressante dans ce domaine. Il y a un autre outil qui me semble intéressant, c'est Everest. Alors, j'avais préparé quelques diapos, je ne sais pas si je vous les montre brièvement. Si, vas-y. Attends, je repartage mon écran. Hop. Alors, écran partagé. Toc, Everest. Il y a une demande de partage, hein, j'en profite le temps que tu mettes quelques diapos sur le lien pour le client des services de médecine du travail du personnel hospitalier. D'accord. Voilà. Et là, tu vois les diapos ou pas? Très bien, c'est parfait. Donc oui, Everest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acronyme d'évolution et relations en santé au travail. Ça avait été instauré par des collègues médecins du travail de l'aéronautique dans le sud-ouest, chez Airbus. Donc, c'est un réseau de médecins d'infirmiers du travail et l'idée, c'est de rendre visibles finalement les informations. Et brièvement, il y a deux catégories, c'est-à-dire qu'il y a le dispositif national où c'est une forme de randomisation, sont inscrits les gens qui sont nés en octobre, auparavant des années paires et maintenant tous ceux qui sont nés en octobre. Et puis, c'est aussi tout à fait possible de le faire au niveau d'une entreprise ou de le faire au niveau d'un service de santé au travail ou d'un hôpital pour avoir une analyse un peu plus fine finalement et un peu plus exhaustive. Alors, il y a un questionnaire, on ne va pas détailler le questionnaire, hein, qui comprend des questions un peu fermées sur tout un tas d'items qu'on a vus au cours de la journée, puis la possibilité de rajouter des questions libres quand on veut faire des enquêtes un peu plus particulières. Et vous voyez, il y a quand même un certain nombre de fiches, hein, il y a plusieurs centaines de milliers de fiches qui ont déjà été saisies depuis le début d'Everest. Donc, l'échantillon national, c'est ce que vous avez en bleu marine, c'est la randomisation, l'octobre les salariés nés en octobre. Et puis les autres, c'est ceux qui font un Everest plus développé au sein d'une entreprise ou d'un secteur d'activité. Et voilà ce que ça peut donner. Alors ça, c'est des données au niveau national.
C'est-à-dire que de montrer, par exemple, c'était le rapport 2018 sur les données 2016-2017, que si on croise les postures contraignantes et les ports de charges lourdes fréquents, les activités hospitalières et le service, enfin le secteur sanitaire se situe quand même pas très bien, et que c'est presque encore pire quand qu'on va croiser les difficultés liées à la pression du temps et le fait de traiter une tâche trop vite, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça finalement, c'est pour le national avec des lettres de résultats qui sont publiées régulièrement. Là, vous en avez une, celle de mai 2013 avec cet exemple-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de croiser ce qu'on observe, par exemple, chez des aides-soignants, des infirmiers et des sages-femmes par rapport à la moyenne nationale. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut l'utiliser au niveau local. Nous, on l'a fait à Rouen. Et ça permet de montrer que, par exemple, sur un type de sujet du questionnaire, on avait montré au RH que, vous voyez, la fatigue, les troubles du sommeil, l'anxiété, la nervosité, l'irritabilité, c'est plus important chez nous qu'en moyenne dans Everest Santé Humaine, ça regroupe les hôpitaux, les cliniques, secteur sanitaire et social, et c'est encore plus important qu'au niveau national. Puis ça permet aussi de faire un suivi dans le temps. On l'avait fait au CHU, on l'avait fait en 2014, on l'avait refait en 2019. Alors là, pour une fois, on montrait une amélioration, mais ça restait quand même très supérieur à la moyenne des activités hospitalières et à la moyenne du national pour les femmes, en l'occurrence, surtout salariées. Donc voilà, je trouve que c'est un type d'outil qu'on peut utiliser pour essayer de rendre visible, de mettre en évidence tous les problèmes. Alors, comme ça a beaucoup été dit dans le chat, c'est pas toujours parce qu'on leur signale qu'il y a des problèmes qu'ils vont faire quelque chose. Je dois même reconnaître que c'est assez peu fréquent, mais au moins, ça donne quand même un argument de plus, quelque chose qu'on peut présenter en CHSCT et constituer un petit peu une base de travail. Voilà, c'est un élément parmi d'autres de ce qu'on peut peut-être proposer. Je pense qu'effectivement, le fait d'argumenter avec des chiffres, avec des comparaisons, permet d'alimenter la discussion et de poser un certain nombre d'éléments que d'arriver juste, j'allais dire, un petit peu tout nu face à un DRH ou à un directeur. Ça permet d'asseoir un peu les choses. Mais pour revenir sur ce que disait ma collègue tout à l'heure, moi, ce qui m'inquiète aussi beaucoup, c'est le maintien dans l'emploi quand même, parce que chez les agents de services hospitaliers, les personnels de ménage, de toute façon, il y a de l'externalisation de plus en plus. Et donc, c'est des postes qui disparaissent. Et c'est des personnels qui n'ont en général pas une très grosse formation et c'est difficile de les maintenir au travail. Et puis, les aides-soignantes, ou les aides-soignants, mais c'est souvent des aides-soignantes, je ne sais pas comment vous vous débrouillez, mais l'aide-soignant à partir de 50 ans qui est cassé de partout, c'est compliqué, là encore, de les maintenir au travail parce qu'on n'a pas fait assez de prévention primaire. C'est vraiment je trouve que c'est du quotidien pour nous, ça. Et ce d'autant, il y a deux facteurs qui s'accentuent au cours du temps. C'est l'intensification du travail. On l'a vu tout à l'heure avec des turnovers, notamment en chirurgie ambulatoire ou en hôpital de jour, par exemple, où on disait en aparté avec Jean-Claude que un hôpital de jour, la personne chambre, et encore, il n'y avait plus de lit dedans, c'était 2-3 personnes qui se succédaient tout au long de la journée. Donc, tout à fait qu'il y a une intensification dans certains services. Plus après, et il ne faut pas l'oublier, le report aussi du départ à la retraite, qui fait que c'est un problème qui va devenir de plus en plus important sur les fins de carrière et le maintien à l'emploi. Je mettrai dans le chat le lien pour s'inscrire sur Criant et puis le lien pour aller voir le site Everest pour ceux que ça intéresse pour s'inscrire. D'accord. Donc, merci bien, Jean-François. Alors, je vois également dans le chat une question, c'est que peuvent faire les associations de santé au travail comme remonter sur toutes ces données pour prendre conscience de l'état de la santé des soignants et par ricochet sur toute la population. Je pense que là, c'est un constat qui est quand même assez partagé et que, l'impression qui est donnée, c'est qu'actuellement, il y a un certain nombre de bonnes paroles qui ont été annoncées. Dans les mesures immédiates, si j'ai bien suivi les conseils qui ont été donnés ce matin,
on n'a pas pris prioritairement ce qui aurait dû être prioritaire, c'est-à-dire qu'on s'est surtout penché sur l'aspect matériel et situation matérielle des personnels auxquels on essaye de répondre, alors qu'il avait été clairement montré que c'était manifestement pas la priorité exprimée de ces personnels. Et effectivement, moi j'ai le sentiment qu'il faudra que la population générale se mobilise par rapport à son attachement au système de santé. Sinon, je vois difficilement comment ça va pouvoir progresser, car j'imagine que les signaux ont quand même été envoyés en très haut lieu à travers de multiples enquêtes, dont certaines ont été présentées aujourd'hui, avec quelqu'un qui a expliqué qu'il avait quand même démissionné de son poste de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail. Donc, ça témoignait qu'il y avait quand même un problème parce qu'il n'y avait pas d'action en aval. Mais je pense que, comme tu le dis, la réponse, elle vient du public, en fait. C'est intéressant de voir comment ça s'est passé pour la santé des médecins. Globalement, tout le monde s'en moquait, la santé des médecins. Et puis, dans les années 90, aux États-Unis, fin des années 90, on a vu apparaître des papiers sur quand même, le médecin, il soigne moins bien le malade, ou plutôt le malade est moins bien soigné quand le médecin ne va pas bien. Et c'est là que les gens ont commencé à s'intéresser à la santé des médecins et puis plus largement à la santé des soignants. Et donc, et on l'entend dire actuellement sur la crise hospitalière, on le voit bien à la PHP, le cas de la Pitié-Salpêtrière a été assez médiatisé. Les gens alertent sur le fait que la prise en charge va se dégrader, voire ne sera pas possible pour certains patients parce que les gens partent, parce qu'ils sont en arrêt, parce que les soignants sont en mauvais état. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui peut faire bouger les choses. Alors, après, il y a une très bonne remarque sur le chat sur le regard que portait la population générale lors de la première vague Covid sur les soignants. Et on se souvient tous, j'allais dire, de l'engouement avec les applaudissements, etc. Quand la deuxième vague est arrivée, il fallait tendre l'oreille pour les entendre. Et puis maintenant, on est rentré dans le quotidien. Et je pense que j'entends bien ce que vous me dites tous les deux, mais moi, je suis assez dubitatif sur la mobilisation de la population. Je crains que ça soit malheureusement un vœu pieux. Oui, mais non, je pense qu'ils ne vont pas se mobiliser pour les soignants, ils vont se mobiliser pour eux. Pour eux, d'accord. Et oui, mais si tu te dis, mince, si je fais mon infarctus, je ne vais pas être pris en charge parce que de toute façon, ou je veux mettre ma belle-mère en EHPAD, tiens, on va prendre ça, et puis c'est pas possible parce que de toute façon, tous les lits sont fermés et les soignants sont partis, là, ça va commencer à leur poser problème. D'accord. Jean-François, merci beaucoup de cette transition toute trouvée. Et puis, j'espère que M. Guabo va nous apporter quelques informations un petit peu plus optimistes, puisqu'il a mis en place une démarche spécifique, étant conscient que pour que un établissement tourne bien, il fallait peut-être se préoccuper du travail et pas exclusivement des éléments de rentabilité, et de surcroît, les deux peuvent parfois se retrouver, pardon, et donc on va lui demander d'évoquer justement son expérience dans la mise en place d'une démarche QBT avec Ergonome et la démarche qu'il a développée dans ces différentes EHPAD où il exerce actuellement. Bonjour à tous. Alors là, en vous écoutant, la tâche est ardue, parce que je suis d'une part directeur, donc c'est compliqué, et puis surtout directeur en EHPAD et où on a été suffisamment mis en évidence pour organiser des établissements autour de conditions de travail extrêmement difficiles. Alors j'espère, peut-être que c'est pour ça qu'il y a quasiment un tiers des participants qui a quitté en une demi-heure, c'est parce que je pense que écouter un directeur qui dit qu'on peut faire autre chose, c'est possible. Alors au-delà de le dire avec humour, en tout cas j'entends en vous écoutant l'état du service public de la santé qui est depuis 20 ans un bateau ivre. Et j'ai beaucoup de peine en vous écoutant tous et je me dis qu'il y a peut-être là une formidable occasion de réenchanter les solidarités et de faire en sorte qu'on revienne peut-être aux fondamentaux. Moi j'ai toujours dit,
Donc, je me représente très rapidement pour essayer de poser le décor. Je m'appelle Pierre Gobeau, je suis directeur de 4 EHPAD publics autonomes en Loir-et-Cher et j'administre un groupement de 15 EHPAD. Je vais leur dire un mot. Il s'avère que j'ai travaillé au CHU de Rouen, j'étais infirmier à l'époque et cadre de santé. Et il y a juste un truc dont je suis sûr, et je voudrais commencer par là si vous voulez bien, c'est que quand on permet aux médecins de faire de la médecine, aux soignants de soigner, en fait, ils sont toujours au rendez-vous. Et que la question aujourd'hui, c'est peut-être qu'on revienne aux fondamentaux et qu'on redéfinisse ensemble quelles sont les missions de l'hôpital et des métiers de la santé. Qu'est-ce qu'on attend de nous et qu'est-ce qu'on attend des soignants dans cette perspective. Et qu'est-ce que accompagner pour le secteur médico-social qui s'est aussi vraiment éloigné de la réalité de nos concitoyens. Ça veut dire quoi vieillir, être en perte d'autonomie, en grande souffrance, dans une période où on traverse un vieillissement accéléré de la population et des attentes de nos concitoyens de plus en plus vers la reconnaissance de leurs droits et de la démocratie, et puis des attentes légitimes de la part de nos collègues soignants qui ne peuvent plus continuer à exercer dans ces conditions-là. Alors, il n'y a aucune démagogie dans mon propos. De toute façon, c'est un principe de réalité. Aujourd'hui, on se fait rattraper par la patrouille. Si on ne s'intéresse pas aux conditions de travail, si on ne s'intéresse pas à la façon dont on pense le travail, eh bien, nous constatons partout la désaffection des soignants qui ne veulent plus et qui ne peuvent plus cautionner et qui ne peuvent plus supporter dans leur corps un système dans lequel ils ne se retrouvent plus et des valeurs dans lesquelles ils se retrouvent abîmés. Et je le redis, je crois que c'est notre responsabilité à tous. Je suis très ému en vous écoutant tous parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ces 20 dernières années ? Et je vous dis qu'aujourd'hui, les choses sont possibles et autrement. La question, c'est pas de savoir si c'est le directeur ou si c'est le médecin ou qui que ce soit. On a fait un choix collectif de ne pas accompagner suffisamment les métiers de la santé. Vous parlez de l'intensification par la T2A. Moi, je vous le dis, la loi de réforme de la tarification des EHPAD, elle a été votée le 28 décembre 2015, mettant en déficit 70% des EHPAD publics, tout simplement par un système de convergence tarifaire, parce qu'il n'y avait pas d'études d'impact, mais surtout au-delà de l'aspect technocratique et réglementaire, c'est parce que nous n'avons pas pensé collectivement ce qu'était devenu le service public de la santé. Et en quoi aujourd'hui, nous, soignants, parce que même moi, si je suis directeur d'établissement médico-social, j'accompagne des soignants dans leur processus et je me sens avec eux responsable du service rendu à la population. Avant de penser les organisations opérantes au quotidien, il y a besoin de, collectivement, qu'on repose dans le débat public, qu'attendons-nous de nous, collectivement, pour qu'on puisse redéfinir les fonctions des soignants. Et je crois que c'est le préalable nécessaire. Je vais vous donner un exemple très concret, puisque du coup, vous me donnez la chance de partager sur ce que nous menons. L'EHPAD aujourd'hui, d'accueillir des personnes âgées dépendantes, est issu d'une transformation d'un modèle qui était la maison de retraite. Dans l'illusion sociale qu'on venait à la retraite taper le carton quand l'espérance de vie était à 75 ans, et entre-temps, l'espérance de vie est proche des 90 ans, et la moyenne d'âge des résidents en EHPAD est aujourd'hui de 91 ans. Et on va parler de mots grossiers, c'est-à-dire le GIR, le niveau de dépendance, et aujourd'hui dans les EHPAD, ce qu'il était dans les USLD il y a 10 ans. Sauf qu'on n'a pas pensé le modèle. On n'a pas pensé qu'aujourd'hui, le vieillissement allait nous rattraper et que la charge en soins et d'accompagnement, c'est-à-dire, et je voudrais plutôt dire, les besoins de soins et d'accompagnement, ce n'est pas la même chose. La façon dont on accompagne la transformation de nos métiers. Si on envisage que le secteur a évolué sans qu'on le pense, c'est que déjà, on abîme les gens. On ne peut pas dire à une aide-soignante qui a 20 ans d'expérience qu'elle fait le même métier aujourd'hui qu'elle faisait il y a 20 ans. Nous ne pouvons pas dire à nos collègues médecins et tous les hospitaliers qui font le même métier aujourd'hui qu'il y a 20 ans, on a été traversé par l'ambulatoire, on a été traversé par un certain nombre de transformations profondes du système public de santé, et qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous asseoir pour dire où allons-nous. Alors, je vais vous raconter une histoire, parce que quand il y a une histoire, ça commence toujours « il était une fois ». Il était une fois un directeur qui sort de l'école de Rennes, qui était un ancien infirmier et qui était sûr que quand il allait arriver dans son EHPAD, il allait pouvoir changer de monde. Et c'était moi, il y a 4 ans, et je suis arrivé dans un secteur, moi qui venais de l'hôpital public, du CHU, qui arrive en zone rurale, où on s'aperçoit que quasiment 20 postes des infirmières des EHPAD du Loir-et-Cher sont vacants, on a un taux d'absentisme quasiment de 15%. On s'est simplement assis au bord de la table avec les collègues soignants et les familles et les résidents et on s'est dit, mais en fait, quel est notre métier ? On sert à quoi ? Est-ce qu'on sert à héberger des personnes âgées dépendantes, à les laver, à les nourrir ? Est-ce que c'est ça notre métier ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut nous transcender, qui fasse qu'on accompagne les équipes dans cette transformation-là ? Et on s'est dit, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas décorréler la qualité de vie du travail si on ne s'intéresse pas autant au parcours professionnel, des parcours de vie, d'autonomie et de santé des gens qu'on accompagne. Et c'est ça qui est devenu dingue, en fait, dans le secteur de la santé. C'est qu'on a oublié de regarder
les premières choses, ce qu'on soigne, à quoi ils aspirent, de quoi ils ont besoin, et comment nous, soignants, on peut s'adapter, et comment on permet aux soignants de faire du soin, aux médecins de faire de la médecine. Alors, c'est beaucoup mieux en le disant. Pour l'instant, ça ne change rien. Mais vous allez voir que quand il était une fois, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent marcher. Et donc, sur ce principe-là, on a analysé les conséquences de la loi à l'époque, qui était la loi de réforme de la tarification des établissements médico-sociaux, et qui nous disait, vous aurez du pognon que si les gens sont très dépendants. Je le fais de façon très manichéenne et très simple. Donc, le seul moyen de survie de nos établissements est de garantir des ratios d'encadrement suffisants au chevet du résident, c'est de leur garantir des niveaux de dépendance très importants. Le premier sujet, c'était de se dire si la conséquence de la loi, du choix social que la nation a fait, de consacrer la grande dépendance d'un établissement, mais comme vous l'avez dans le sanitaire sur des secteurs très courts avec le développement de l'ambulatoire, ça suppose derrière que les ratios d'encadrement ne soient pas les mêmes. Ça suppose derrière qu'on compense les effets ciseaux entre un moment où on change le braquet sur le profil des résidents accueillis et surtout comment on accompagne les professionnels et pas seulement sur les aides techniques, vous l'avez très bien dit, on ne peut pas résumer ça aux aides techniques, et d'une part en pensant le soin autrement et d'autre part en construisant les organisations autrement. Et on a fait un choix qui s'appelle parcours de vie, parcours professionnel, où on a été à la rencontre des collègues du domicile et on a été chercher les familles et les résidents avec nos professionnels et les syndicats pour dire comment pouvons-nous construire ensemble des logiques de parcours professionnel qui permettent aux soignants de retrouver du pouvoir d'agir. J'ai eu la chance d'être un disciple de Yves Clos, que je vous invite tous à lire, un grand psychologue du travail qui a écrit Le travail à cœur pour en finir avec les risques psychosociaux. Yves Clos dit la chose suivante, qui est finalement pleine de bon sens. Il faut organiser le dissensus pour trouver le consensus. Si on ne se met pas, on se tape pas sur la gueule autour d'une table sur des conflits de critères et non pas sur des conflits de valeurs, alors on arrêtera de penser le travail. Et donc, on a choisi de constituer un groupement d'EHPAD parce qu'on a voulu réhabiliter le travail bien fait. On ne peut pas être en santé au travail si on ne soigne pas le travail. Et quand on part de ce principe-là, c'est un vrai plaidoyer pour le geste bien fait, pour le côté artisan des métiers du soin, qu'on soit en médico-social ou à l'hôpital. Si on soigne ce geste-là, on réhabilite le travail et on retrouve un sens collectif. Et moi, je suis très pragmatique parce que du coup, je vais me remettre du côté des directeurs, parce que là, je crois qu'on a un peu pris pour nos grades depuis tout à l'heure, mais vous avez raison. C'est qu'on a oublié de penser collectivement le travail. Et moi, je vais vous dire un truc. Quand je suis arrivé à l'EHPAD de Bracieux, Loir-et-Cher, j'avais un taux d'absentéisme de 16,8%, ce qui est un point de non-retour dans les organisations, avec un taux de CLM qui était quasiment 2 fois la moyenne nationale. Et donc, on a fait le choix de se regrouper entre établissements publics, non pas pour des logiques seules de restructuration par des enjeux et des effets de levier, par des effets de massification, mais pour qu'on se retrouve sur nos valeurs de service public, c'est quoi accompagner des hommes et des femmes en situation de grande fragilité. C'est-à-dire en repensant collectivement le travail, mais en associant pas seulement les directeurs, mais ceux qu'on accompagne, leurs familles et les professionnels, et des habitants du territoire. Ça, c'est fondamental parce qu'on s'est dit, on va redévelopper autre chose, on va développer une approche ergonomique du travail. Mais pas l'ergonome à la version Ford, c'est-à-dire qui vient valoriser par des process et des méthodes une intensification du travail réel. On va redonner du pouvoir d'agir aux professionnels, pas l'illusoire, vraiment. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que ce sont les soignants qui ont des tips, des petits trucs, des petits savoir-faire, le beau geste qui permet de bien faire le travail. Et qu'entre eux, on va organiser ces temps de dissensus professionnel, c'est-à-dire ces temps de réflexion autour du geste, autour de la perception du travail. Et qu'on organise ce temps-là pour qu'il se diffuse entre eux les bonnes pratiques. Vous disiez les temps informels de régulation, votre collègue. Il y a les temps nécessaires de régulation informelle qui permettent d'abaisser la charge psychologique. Mais il y a aussi le besoin de régulation formelle. C'est-à-dire le temps où on pense le travail. Parce que le travail, ça se pense, pas seulement dans des seules logiques de performance de l'organisation, mais dans des logiques de régulation professionnelle. Et finalement, on confond tout. On confond les temps de régulation informelle qui font partie de la construction d'équipe, de la baisse de la charge psychologique, mais aussi des nécessaires temps de régulation formelle qui permettent d'organiser les dissensus professionnels, c'est-à-dire les conflits de critères, c'est-à-dire la conflictualité professionnelle, pas la conflictualité interpersonnelle. Je parle bien de la conflictualité, la façon dont on perçoit les choses différemment au travail. Et qu'à force de ne pas penser cette conflictualité interne, eh bien, on ne pense plus le travail. Et du coup, on observe différents phénomènes qui sont très durs, c'est
le désengagement de l'institution, d'une part, et qu'on fasse reposer sur l'individu les dissensus du travail. Et je crois que c'est ça qui est pire, que vous témoignez, et quand je vous dis que je suis ému en vous écoutant, je suis sincèrement ému, je me dis, on s'est gouré, on a fait reposer sur l'individu la responsabilité d'une désorganisation collective. Et il est essentiel de revenir que les métiers du soin et de l'accompagnement, qu'ils soient à l'hôpital ou dans le secteur médico-social auprès des plus fragiles, c'est avant tout un travail d'équipe. C'est avant tout une démarche qu'on appelle graduée d'avancement et de logique professionnelle. Notre priorité, nous, en tant que gestionnaire, je suis directeur d'établissement, j'ai 270 salariés que je gère en propre, et sur le groupement, on en a quasiment 1000. Bien sûr qu'à la fin de l'année, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses et que je regarde mon compte de résultats. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si vous constatez la désaffection, pas seulement, et je ne parle même pas des professionnels, de nos concitoyens et la défiance progressive qui s'installe envers les professionnels de santé, c'est avant tout parce qu'il y a un problème de décorrélation entre les attendus de la population et la capacité qu'ont à exercer les établissements des services pour y répondre. Et je crois que, avant même qu'on parle de l'organisation du service et des différents espaces de régulation, il est important qu'on redéfinisse ce qu'on veut faire. Alors, puisqu'on m'a demandé d'être concret, et je ne vais pas être très long, M. Perron et M. Andujard, c'est qu'il y a des choses qui sont possibles. Les démarches de QVT, elles peuvent aussi bien être une catastrophe parce qu'elles ne seraient que l'alibi d'une réorganisation, ou elles peuvent être une opportunité pour permettre les régulations professionnelles. Et ce sujet-là, il est important. Je ne suis pas un devin et je ne suis pas une superstar. Je dis simplement de pouvoir le faire dans un tel contexte de pénurie de personnel. Mon taux de turnover aujourd'hui est de moins de 15% quand il était quasiment de 28% il y a 2 ans. Il a été divisé par 2. Mon taux d'absentéisme aujourd'hui en maladie ordinaire est aujourd'hui de moins de 6%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait le travail, on fait le job, et qu'on communique et qu'on construit avec nos équipes, le sentiment d'appartenance est fort, et à défaut que les gens arrivent, ils arrêtent de partir. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, bien sûr qu'on continue, il faudra continuer contre les risques psychosociaux, contre les troubles musculo-squelettiques, qui sont des caractères prédictifs à la perte de qualité en santé de nos professionnels. Mais je crois profondément, aujourd'hui, que nous arriverons à nous retrouver avec nos équipes si on est capable de dire collectivement là où on veut aller. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai, parce que je me suis laissé emporter vraiment par ce que j'ai entendu. Je crois qu'il y a possibilité aujourd'hui qu'on s'y retrouve parce qu'on est dans un point de non-retour. Et ça, c'est important. Et que n'importe quel gestionnaire, s'il n'est pas porté par les mêmes valeurs, quand il va regarder son compte de résultat et qu'il aura augmenté sa masse salariale de quasiment 15 points à cause de son absentéisme, il n'aura pas le choix que de se poser ces questions-là. Quand aujourd'hui, les professionnels, les médecins se barrent de l'hôpital public, les soignants, on ne sait même pas où ils vont, parce qu'ils ne vont même pas dans le privé, contrairement aux médecins. On ne sait pas où ils vont, les infirmières. Aujourd'hui, le point de non-retour, on y est. C'est peut-être l'occasion de se dire que finalement, le plus beau est devant nous. Je vous remercie pour cette petite phrase de conclusion. Alors, je me réjouis vraiment de votre vision, j'allais dire du management, parce que c'est au sens noble du terme. Et je pense qu'effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Et pendant très longtemps, cette vision de revenir au travail, au geste, à la coordination, à l'organisation pour redonner du sens au travail, c'est quelque chose qui malheureusement était relativement rare et qu'il faut remettre au centre. Il faut remettre au centre pour que chacun puisse s'approprier tout ceci. Il faut que ça soit participatif, comme vous l'avez très bien exprimé. Et ça, tout va découler après tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont se sentir appartenant, comme une puissance appartenante en fait à une institution. Et ça, c'est un élément majeur. Et que on le voit bien dans les indicateurs, quand on a une augmentation des arrêts de travail pour une cause X ou Y ou pour des TMS, la personne aura moins tendance en fait à s'écouter si elle est bien dans sa peau, j'allais dire dans tout son environnement, que ce soit personnel ou professionnel. Et c'est vrai que si ça se passe pas bien, l'arme de l'arrêt de travail sera exercée de façon avec beaucoup moins de restrictions. Alors, sans angélisme, moi je vais vous dire, je vois dans le chat la question comment on fait concrètement. En fait, là où on doit faire institution, c'est-à-dire service de santé en travail, direction, encadrement intermédiaire, on néglige. Vrai problème dans les établissements et services sur la qualité de formation de l'encadrement intermédiaire, qui a une grande difficulté à organiser le management participatif. C'est qu'on organise des espaces de régulation. Moi, tout simplement, aujourd'hui,
en dehors des seules réunions de service, dans mes établissements, les corps professionnels ont des temps d'échange entre eux. Et on a formé aujourd'hui des soignants experts pour animer des ateliers d'échange entre pairs. C'est-à-dire qu'on détache des gens. Alors oui, je dépense de l'argent à détacher des gens pour aller travailler, à regarder les autres travailler. Je ne veux surtout pas qu'ils fassent à deux. Ce n'est pas le sujet. C'est qu'on a formé les gens à regarder l'autre travailler pour échanger ensuite. C'est-à-dire on organise la conflictualité professionnelle, la conflictualité du geste. Ce temps-là doit faire l'objet de restitution en collège professionnel. Ça, c'est important parce qu'on revient à la notion d'identité professionnelle. Vous le parliez très bien. Une puéricultrice, si elle est sur le grade des aides-soignantes, ça ne fait pas d'elle une spécialiste du grand âge. Et donc, moi, on revient, c'est pas je reviens, nous revenons à la question de c'est quoi aujourd'hui accompagner? Qu'est-ce que j'attends aujourd'hui de mes collaborateurs? Mais pas moi, Guabo. Moi, en tant que garant du projet de l'institution. Donc, ça suppose au préalable qu'on ait défini collectivement, d'une part, les valeurs. Donc, on a travaillé pendant plusieurs mois dans chacun de mes établissements sur c'est quoi accompagner aujourd'hui. Et chacun, à travers un cadre méthodologique, vient poser la définition. Et comme ça, on sait à chacun comment on y contribue. Donc, c'est important. C'est-à-dire que l'individu, persona nominae, sait comment il appartient à une institution. Donc, déjà, c'est important. D'organiser la conflictualité professionnelle entre groupes professionnels. Et ensuite, il y a le deuxième niveau, c'est comment on organise les différentes logiques professionnelles pour qu'elles s'articulent entre elles. C'est-à-dire que ce qu'on appelait avant les réunions de service, qu'on ne sait plus à quoi ça sert aujourd'hui, puisque c'est du passage d'informations et la remontée de tableau de bord. J'en fais aussi, mais la remontée de tableau de bord sert à organiser le débat, c'est-à-dire à remonter des points. Mais on part du principe que les groupes professionnels viennent se réguler entre eux pour qu'on puisse refaire institution. Donc on ne dit pas que c'est des pôles, on ne dit pas que des services, on dit qu'on est une équipe qui s'articule autour d'un projet commun. Et ça, c'est important. Et une fois par an, on se retrouve et on dit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Vraiment. C'est-à-dire que là, c'est l'institution qui se retrouve. Ces réunions de corps professionnels, elles ont lieu une fois par mois. Donc, c'est assez régulier, c'est pas très long, c'est organisé par l'ergonome, la direction n'y est pas, l'encadrement n'y est pas. C'est important. On les laisse s'organiser entre eux. Une fois tous les trimestres en réunion de service, ça s'appelle de la régulation, on le fait tous. Et une fois par an, on fait le point de l'année, on regarde, est-ce que le projet reste le bon? Est-ce que c'est toujours le même? Est-ce que les attendus sont toujours les mêmes? Ça suppose un peu de formation quand même. Et là, c'est important de leur dire. Oui, aujourd'hui, le travail tel que nous le pensons nécessite de revoir à tous les niveaux la formation de ceux qui encadrent et qu'on fasse confiance aux vrais professionnels. Moi, je suis désolé, c'est pas moi qui veux dire comment on installe une dame dans un lit alors qu'elle est dépendante. Et qu'on permette aujourd'hui au corps professionnel de pouvoir s'exprimer. Alors, j'ai une opinion très personnelle. Moi, je défends une réforme de la gouvernance des hôpitaux et des établissements médico-sociaux en redonnant plus de pouvoir aux soignants et plus de pouvoir aujourd'hui aux usagers. Alors, quand je dis ça à certains collègues, ils se fâchent. C'est pas de la perte de pouvoir pour ceux qui sont assis sur le trône. De toute façon, celui qui a le pouvoir, c'est pas celui qui est assis sur le trône, c'est celui qui a la clé de la salle du trône. Donc, moi, je crois vraiment à cette notion de régulation professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai boulevard devant nous pour qu'on redise les choses. Mais ce n'est pas en se tapant les uns sur les autres. Au contraire, c'est revenons quelles sont collectivement nos missions d'hospitaliers et de soignants. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude. Oui. Donc je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je pense que c'est en termes de sortie de journée très riche et votre vision, j'allais dire, qui ouvre des perspectives face un petit peu à la situation dans laquelle nous sommes, un petit peu du marasme dans lequel on est, peut effectivement nous faire entrevoir des éléments, j'allais dire, d'avenir importants. Et je pense qu'effectivement, on est vraiment au dos du mur et que c'est vraiment le moment d'avoir cette vision que vous portez. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Donc, je remercie. Et on publie, pour le redire, c'est qu'on publie, puisque notre ergonome, je l'ai contraint à s'associer à l'UFR d'ergonomie santé au travail de l'Université d'Orléans et de la chaire de psychologie du travail. Aujourd'hui, moi, je défends qu'on publie là-dessus parce qu'il n'y a que par l'évidence best practice qu'on arrivera à le dire. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin aussi de vous tous, les universitaires. Je retrouve Jean-François Géano avec plaisir. Plus on sera nombreux à publier en disant qu'il faut qu'on arrête de faire les mêmes merdes qu'on fait depuis 20 ans, peut-être que c'est par la science qu'on arrivera à justifier.